connexion. Voilà, nous sommes à partir de maintenant enregistrés. Et donc, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Nous prendrons du temps pour échanger, pour répondre à vos questions à la fin de mon propos. Donc, les 3 clés des entrepreneurs qui gagnent. Tel est le thème que je vous propose aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pendant 25 ans, j'ai été salarié et je me demandais comment font ceux qui réussissent, comment font ceux qui entreprennent. Déjà à l'époque, en fait, le monde des entreprises était assez sauvage et ça pouvait être compliqué, ça pouvait paraître compliqué, difficile de se lancer, de créer son affaire, de reprendre une entreprise et surtout de réussir. Et puis, depuis 10 ans, j'accompagne les entreprises, les dirigeants. Et je vois comment font ceux qui réussissent, je vois aussi comment font ceux qui ne réussissent pas, mais surtout, je vois comment sont ceux qui réussissent. Et je m'aperçois que pour certains, c'est tout à fait inné, ils ont un certain nombre de qualités qui font que pour eux, c'est fluide, c'est juste évident de créer, de reprendre une entreprise, d'emprunter les chemins du succès et de les parcourir tout du long. Il y a de très belles réussites de cette manière-là. Et du coup, eh bien, j'ai senti que ça pouvait être intéressant de partager en fait voilà, tout ce que j'ai pu recevoir au travers des contacts que j'ai avec tels ou tels chefs d'entreprise que l'on peut écrire CHEF ou avec 2 FE, puisque bien évidemment la parité est tout à fait de mise là-dedans. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer et illustrer ces 3 clés. Mais j'ai bien conscience en fait que vous-même, vous avez probablement un projet ou vous en rêvez ou peut-être que vous le laissez pour l'instant au stade d'un rêve, d'un vœu qui peut-être dans votre esprit n'aboutira jamais, mais qui est votre quête, ou peut-être que vous êtes déjà en marche pour créer votre entreprise, ou bien à l'intérieur de votre entreprise, on a les intrapreneurs qui créent des concepts en fait et des projets d'entreprise à l'intérieur de leur entreprise et vous vous demandez comment faire pour réussir et quelles sont les clés de ces personnes en fait qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Alors surtout, bien évidemment, comme je ne pourrais pas traiter de votre cas, même si nous aurons un temps d'échange, mais vous n'hésiterez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous passe cette slide en fait pour que vous puissiez prendre en note voilà, de quelle manière prendre rendez-vous avec moi sur l'application calendly.com avec tout simplement /Alain-Smartcoach pour prendre rendez-vous. Je repasserai cette slide sur la fin pour que vous puissiez noter cela. Et surtout, n'hésitez pas à le faire parce que moi, c'est toujours avec grand plaisir en fait, que j'échange avec les uns et les autres et que je m'enrichis de ces contacts et de la manière dont ça peut vous aider en fait, de débloquer une situation. Alors, ces 3 clés, en fait, je les associe par métaphore à la vue humaine et ses maladies, d'une certaine manière. Et ces 3 clés que je vais développer, des entrepreneurs et des personnes, en fait, qui réussissent, qui gagnent. Si vous voulez bien, donc, mettre sur silencieux pour toutes les personnes qui arrivent. Coupez vos micros pour que nous n'ayons pas d'interférence sonore. Je vous en remercie d'avance. Donc, ces 3 clés, avec cette métaphore sur la vue, c'est de soigner sa myopie, de soigner sa presbytie et d'élargir son champ de vision. Alors, bien sûr, ça ne vous parle pas encore tout à fait pour l'instant, mais je vais les illustrer au fur et à mesure et nous aurons l'occasion ensuite de partager à la fin de ce petit temps que je vous consacre. La première clé donc, des entrepreneurs qui gagnent, c'est de soigner une certaine forme de myopie. C'est bien sûr. Merci encore une fois de couper le micro. Et la myopie, vous connaissez, donc c'est cette difficulté que nous pouvons avoir à voir de loin. Et la myopie psychique, c'est celle de rencontrer des difficultés à voir loin, à se projeter dans la situation souhaitée pour son projet, pour son entreprise. Pourquoi est-ce que nous avons cette difficulté, cette myopie? Eh bien,
Vous entendez, je pense qu'il y a des... Alors, je peux désactiver le son, bien sûr, de chacun, mais si chacun peut avoir la discipline de le faire pour soi-même, ce sera un succès pour tout le monde. Voilà, donc cette myopie psychique, quelle est-elle? Ben, tout simplement, c'est celle d'avoir la tête dans le guidon et on ne voit que les choses immédiates qui obstruent le passage et c'est parfois décourageant. Et donc, souvent, on se laisse polluer par les oui mais de l'extérieur, d'un financeur, d'un collaborateur sur qui on compte, etc. Oui, mais il y a tel problème. Oui, mais ils ne vont pas accepter. Oui, mais je ne suis pas compétent. Oui, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Bla, 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 etc. Des oui, mais, les oui, mais des autres, bien sûr, mais il y a aussi et parfois surtout nos propres oui, mais, nos propres réticences. On est amené et ramené dans le court terme et on s'y enlise. Si je voulais prendre une autre métaphore que celle de l'entreprise, je regarderais en fait celle que nous donne l'alpinisme. L'alpinisme nous donne une très belle illustration de cette nécessité de soigner sa myopie, ce qui pousse un alpiniste, un grimpeur, à envisager une ascension, parfois longue et difficile, hein, je pense à des 7000 ou des 8000, eh bien, c'est la vision claire et le désir irrépressible de ce vers quoi l'alpiniste va. Il se voit déjà là-haut. C'est ça ce que j'appelle soigner sa myopie, c'est se voir déjà au-delà des nuages, au-delà du plafond, sur le sommet que l'on souhaite atteindre, ressentir déjà les émotions que nous pourrons vivre quand nous aurons atteint notre objectif. Eh bien, l'alpiniste nourri de cette vision, et parce que cela devient pour lui une évidence, en fait, quelque chose de certain, une certitude, eh bien, il peut fournir tous les efforts de l'entraînement, il peut vaincre tous les obstacles, et ils seront nombreux depuis l'entraînement jusqu'à l'ascension elle-même, pour atteindre son objectif. Et ce, à tel point que le prix même des efforts parfois incroyable qu'il devra développer, eh bien, ces efforts vont lui sembler secondaires par rapport à cet objectif. Ce serait un peu le quoi qu'il en coûte de l'alpiniste. Alors, le premier exemple que je prendrai tiré de l'expérience que je connais, eh bien, c'est celui d'un salarié, d'un ancien salarié d'une grande entreprise qui s'est mis à son compte pour lancer sa propre entreprise. Lui-même était dans le BTP, et il avait une passion qui n'a rien à voir avec le BTP, qui est la passion des drones. Et dans son entreprise, il s'est dit qu'il allait allier sa passion avec son métier, puisque lui-même, en fait, savait qu'il fallait mesurer. Vous savez, quand vous passez à côté des carrières, vous voyez des sortes de grandes pyramides, en fait, des dômes coniques, de cailloux, de sable, etc. Eh bien, en fait, ça, c'est le stock de ces carrières et il faut bien mesurer ces pierres, ces graviers pour en établir tout simplement un état de stock ou la quantité sur laquelle on peut compter ou valoriser en fin d'année, puisqu'on y arrive, valoriser les stocks et ainsi pouvoir mesurer ses actifs. Eh bien, cet amateur de drone s'est dit, je vais faire quelque chose qui est bien plus intelligent que la mesure que font les géomètres, hein, qui est tout à fait justifiée. Hein, et je ne me remets pas en cause le travail des géomètres, mais je peux le faire de manière plus intelligente puisque je n'ai pas besoin de grimper sur l'état. Le drone va le faire pour moi, il va survoler, il va prendre des vues en 2 dimensions et à l'aide d'un logiciel de post-traitement, je vais pouvoir calculer, remettre en 3 dimensions et mesurer, évaluer ces stocks pour pouvoir les dimensionner, les valoriser. Et je vais le faire de manière beaucoup plus simple que les mesures que peuvent faire des géomètres, sans être assujettis aux contraintes de sécurité, aux contraintes de météorologie, enfin, pour autant que l'on puisse voler, mais aux contraintes de temporalité, puisque ça se fait de manière beaucoup plus rapide, ces prises de vue, 5 à 10 fois plus rapide en fait que la méthode de relevé des géomètres. C'est donc à la fois moins cher et disponible plus rapidement, moins dangereux, beaucoup plus précis,
donc que du bonheur. Seulement, comme vous le savez, une idée géniale ne suffit pas toujours à créer une entreprise rentable. Il faut encore avoir une vision. C'est ce qui manquait en fait à cette personne qui a créé son entreprise, avoir une vision aussi non pas lointaine, nébuleuse, mais aussi accrochée en hauteur, aussi accrochée que le 7000 ou le 8000 que vous pourriez avoir l'ambition de grimper, de vaincre. Et donc, ce qu'il faisait, en fait, c'est plutôt une somme d'actions. Rencontrer tel prospect, monter un site Internet, faire un flyer, euh, commencer à décrocher un contrat, rédiger un devis, etc. Et donc, il rencontrait plus ou moins de succès. Ce qui me démotivait, c'est que à chaque fois qu'il rencontrait un échec, eh bien, voilà, il se remettait un peu en cause. Et même si les succès le stimulaient, comme il avait finalement un peu moins de succès que d'échecs, eh bien, globalement, il se décourageait de plus en plus. Quand je l'ai rencontré, il me disait assez souvent, voilà, j'ai fait une campagne de prospection, mais ça ne marche pas. Alors, il faut que je trouve une autre approche. Donc, il était plutôt dans une technique, en fait, dans des outils. Ou alors, j'ai essayé de démarcher tel type de client, mais ça ne prend pas. Donc, il faut que je cherche d'autres types de clients, renonçant ainsi à certains secteurs qui pourtant pouvaient être des secteurs fructueux, puisque ce genre comment dire, d'intuition, d'idées géniales, en fait, ne s'appliquait pas forcément uniquement aux gens qui ont des carrières, mais également à tout le domaine de l'agriculture, avec le fait de pouvoir parcelliser et regarder quelles étaient les parcelles à traiter, plutôt que de traiter de manière systématique l'ensemble d'un domaine, et de cibler davantage, avec bien évidemment des économies à la clé que vous pouvez tout à fait deviner. Or, en fait, si je reprends mon alpinisme, l'alpiniste ne se dit pas, tiens, je vais grimper par ici, puis on verra bien où ça me mène. Non, finalement, je vais peut-être plutôt aller par là. Non, la réalité, c'est qu'un alpiniste part vraiment de son sommet. J'ai envie de faire l'ascension de tel sommet. Et ensuite, je vais regarder comment m'y prendre. Est-ce que c'est un 3000, un 4000, un 6000, un 8000? Eh bien, je ne vais pas m'y prendre de la même manière. Donc, j'ai tout d'abord une vision. Voilà, c'est là-haut que je veux aller. C'est ça que je veux atteindre. Et du coup, pour celui qui mène un projet, c'est ce projet-là que je veux mener à fond. À partir de cette vision, et encore une fois, hein, je vous le dis, vécue par les tripes, à tel point qu'en fait, je me vois déjà là-haut, je suis capable de futuriser et de sentir en fait ce que je vais ressentir quand j'y serai, ça devient une certitude. Eh bien, j'étudie la meilleure façon de m'y prendre, celle qui convient le mieux. Je mets en place une stratégie. Je vais regarder quels sont les axes stratégiques sur lesquels il faut que je m'appuie pour tendre vers cette vision. À partir de là, je vais pouvoir bâtir des objectifs dans chacun des axes stratégiques, et dans chacun de ces objectifs, les décliner en des actions très ciblées. Mais vous voyez, je ne perds pas de vue en permanence le point de départ qui est cette vision accrochée, pour laquelle un certain nombre d'axes stratégiques devront être à travailler, des objectifs à atteindre, des actions à mener pour atteindre les objectifs. Et c'est un peu comme si, en fait, j'avais cette capacité, ce coup de baguette magique que je pourrais mettre, qui fait que j'accroche déjà, en fait, une sorte de python à mon sommet. Je déroule la corde de manière complètement virtuelle jusqu'à ma position en bas, dans la vallée. Et c'est à partir de cela que je vais pouvoir grimper en tirant sur la corde et en me hissant jusqu'à mon sommet. Et bien, de la même manière, en fait, ce dirigeant de cette petite société, une fois que sa vision a été claire, il a pu établir une stratégie limpide, alignée, millimétrée, et il a pu s'attacher à l'ouvrage sans se dire en permanence, ben, ça a raté, donc du coup, il faut peut-être que je m'y prenne autrement, puisqu'en fait, il avait vraiment déroulé un plan stratégique, des objectifs ciblés, etc. Il était beaucoup moins, comment dire, sensible, altéré par les insuccès,
qui font partie, bien évidemment, en fait, de la vie et quand on mène un projet aussi vaste, en fait, qui font partie des aléas, en fait, qu'on peut rencontrer, mais qui ne va pas arrêter l'alpiniste qu'il est en quelque sorte devenu pour aller atteindre son sommet, puisque à partir de ce moment-là, ça lui devenait possible de se remettre en selle et de nouveau de parcourir de s'entraîner de nouveau, de faire un certain nombre de choses, de mettre des marches intermédiaires en fait à ses objectifs, à ses actions, pour que de cette conviction, de cette certitude, eh bien, il puisse petit à petit aboutir à une première étape, un premier refuge, on dirait en alpinisme, et de refuge en refuge, d'aller jusqu'au sommet. À la fin de la première année, il avait atteint un premier objectif qui était de vivre de son activité, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au bout d'1 an. Au bout de 3 ans, il m'a confié qu'il était le seul partenaire du constructeur de drones à avoir développé une activité rentable. Il y avait 17 zones en France, 17 régions, on dirait, donc 16 autres partenaires du constructeur qui étaient répartis dans les autres régions, qui avaient tous abandonné un à un au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout d'1 an et demi. Et il m'a confié que pour lui, c'est grâce à la vision que nous avions travaillé, grâce à ce qu'il a mis en place, qu'il s'en est sorti. Et s'il avait continué de faire comme il avait commencé à faire, ben, probablement il ferait partie des 16 autres. Il aurait été le 17e à ne pas être en mesure de parler de son aventure au bout de 3 ans. Alors cet entrepreneur, c'est un indépendant, mais imaginez un patron d'entreprise qui entraîne 10, 20, 100, 1000 collaborateurs derrière lui et qui doit les stimuler tous. S'il n'a pas une vision claire, comme une évidence, comme une certitude, s'il n'est pas convaincu à 200% qu'il va y arriver, comment peut-il convaincre ses collaborateurs de le suivre, qu'il voit la route toute tracée et qu'il va les entraîner les uns avec les autres. Quel premier de cordée en alpiniste peut emmener toute sa cordée jusqu'en haut s'il ne sait pas où il va, s'il inspire plutôt le doute que la conviction d'y arriver? Voilà, donc, alors ça semble simple à dire, mais typiquement, dans les projets que je mène en termes de coaching, d'accompagnement, identifier une vision claire, non pas que je l'ai moi-même, mais aider le dirigeant, le créateur, celui qui a l'ambition d'entreprendre, eh bien, l'aider à avoir une vision claire et puis ensuite à la décliner en action stratégique, en objectif et en action concrète. Eh bien, ça fait partie bien évidemment des types d'accompagnement qu'il m'arrive souvent d'avoir. Donc, croyez bien qu'en fait, la première étape, c'est vraiment celle-ci. On ne commence pas à s'embarquer dans une voie en se disant « on verra bien où est-ce que ça nous emmènera ». C'est bien parce que vous voulez aller à tel endroit que vous allez prendre la route qui vous mène à cela. Donc, soignez votre myopie, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de soigner sa presbytie, c'est-à-dire de soigner sa capacité à voir de près. Les meilleurs alpinistes ont également une excellente vue de près, car il faut bien voir de près pour déceler chaque aspérité, chaque point d'appui, chaque ressource, chaque levier qui permettra de parcourir 1 mètre de plus dans l'ascension qui nous mènera au sommet. Dans votre projet, ces leviers, ces points d'appui, eh bien, ils se cachent parfois derrière une forêt de freins, d'obstacles, de critiques, de dénigrement de l'extérieur. Quand on regarde un alpiniste en train de grimper le Grand Canyon en Arizona, on se demande mais comment il fait pour trouver des endroits où placer ses mains et ses pieds, alors que nous ne voyons qu'une paroi lisse, désespérément lisse, et notre alpiniste, lui, il sait bien voir d'une toute petite anfractuosité sur ce mur complètement lisse, la toute petite cavité sur laquelle il va placer des fois 1 ou 2 doigts, une prise, ou des fois c'est un relief sur lequel il va caler sa main pour pouvoir, de prise en prise, eh bien, grimper jusqu'à atteindre le sommet. On pourrait se décourager nous-mêmes en n'ayant justement pas cette vision qui nous permet d'y croire et d'aller jusqu'en haut de l'ascension.
Le deuxième exemple tiré de ceux que je connais en fait dans les entreprises pour illustrer cette clé, c'est celui d'une société de charpente dont l'origine remonte à la fin des années 50 et qui a été reprise en 2011 par son dirigeant actuel. Alors lui n'a aucun problème de myopie. Sa vision était très claire. Je pourrais même dire que c'est un serial entrepreneur qui a démontré sa capacité à reprendre et à faire sortir du rouge une entreprise pour l'amener sur les plaines verdoyantes de renouer avec la performance et la réussite, la croissance. Mais il sent au cours de son ascension qu'il se trouve bloqué avec l'entreprise qu'il a reprise là. Il n'arrive pas à embarquer tout le monde dans le projet. Les gens sont bien, mais ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, selon lui. Pas forcément en quantité de travail, mais en implication, en engagement, en plaisir aussi. Et pour que l'intelligence collective soit encore plus à l'œuvre, eh bien, il ne voit pas ce qui bloque. Il ne voit pas ce qui est la prise devant lui. À partir de là, où est-ce que je fais? Je suis bloqué, en fait, ici. Nous avons travaillé ensemble et il a regardé comment il se prenait, où est-ce que ça bloquait. Le cap, c'était clair pour lui. Communiquer, reconnaître ses collaborateurs, faire preuve lui-même d'humilité, d'exemplarité. Tout cela était très présent chez lui. Du côté des collaborateurs, le professionnalisme, la bonne volonté, la docilité d'une certaine manière, à bien vouloir faire ce que le patron demandait, eh bien, tout ça, c'était également au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le levier qui manquait, c'était celui de susciter davantage la motivation des collaborateurs. Et pour cela, il a suffi que le patron adopte finalement un comportement plus incitant, plus engageant des collaborateurs à s'exprimer en ne faisant pas à leur place. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est plutôt ne pas faire quelque chose de plus, mais faire quelque chose de moins. Les responsabiliser davantage. Finalement, la docilité des collaborateurs cachait de l'autre côté de cette médaille un manque d'initiative, mais qui était finalement systémique. Le résultat, eh bien, aujourd'hui, que ces collaborateurs prennent vraiment leur place parce qu'il la leur laisse et qu'il n'a pas besoin de les entraîner davantage, il a simplement besoin de les laisser s'exprimer, de les laisser exprimer leur potentiel, eh bien, c'est une entreprise qui grandit, qui se développe, que j'ai connue à n'avoir qu'un site et quelques partenaires dans 2 ou 3 régions. Aujourd'hui, son réseau de partenaires est partout en France. C'est une entreprise qui, pour vous donner un exemple, lors du premier confinement, ne s'est arrêtée qu'une semaine, la première semaine, et puis ensuite, tout le monde s'est mobilisé pour se dire, mais on ne va pas s'arrêter, on peut continuer à faire notre travail. Dans l'atelier, les collaborateurs sont à 50 mètres les uns des autres, et sur les chantiers, c'est une petite équipe, chacun travaille plus ou moins dans son coin, en train d'avancer. Et du moment qu'on ne croise pas les clients, parce qu'en fait, les clients, ce sont bien sûr des particuliers en fait, qui font appel à leurs services, eh bien, ils ont pu, moyennant quelques, bien sûr, précautions de mise, hein, les gestes barrières, etc., eh bien, ces équipes ont pu travailler sans discontinuer depuis la fin de la première semaine du premier confinement jusqu'à encore aujourd'hui. Et je n'ai plus les chiffres actualisés, mais en tout cas, entre 2019 et 2020, alors que 2019 était l'année de référence, si vous vous souvenez, son chiffre d'affaires a augmenté de 7,5%. Tous les gens du BTP ne pouvaient pas en dire autant, ou voilà, d'activités qui sont connexes. Et son résultat a progressé de 65% sur cette même année. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une entreprise aujourd'hui qui ne prend pas de temps pour se demander si elle va y arriver, mais qui se demande seulement comment y arriver, quelle est la prochaine prise sur laquelle je vais m'appuyer pour grimper, pour atteindre ma vision. Donc, tout cela, voilà, en étant finalement ni myope ni presbyte. Là encore, hein, bien évidemment, comme vous l'avez constaté, en fait, de temps en temps, on a besoin d'être épaulé, aidé, d'avoir une vision, en fait, d'avoir un appui, quelqu'un de l'extérieur qui puisse nous aider à aller chercher quels sont ces points d'appui sur lesquels je peux aller et qui me manquent, que je ne vois pas sur l'instant.
Et la troisième clé, eh bien, c'est la clé de voir large, c'est-à-dire pas simplement d'avoir son propre champ de vision avec ses deux yeux, puisqu'en fait, le monde fait plus que les à peu près 160 degrés de notre champ de vision humain. Il est tout autour de nous, il est à 360 degrés et même 360 degrés en passant par le dessus. Donc, c'est du 3D, quoi, en quelque sorte. Donc, la troisième clé, c'est d'élargir le regard. Autrefois, dans les entreprises, comme vous le savez, en fait, les patrons réfléchissaient et décidaient souvent seuls. Puis, ils donnaient les instructions et les staffs intermédiaires qui ne discutaient pas les ordres se dépêchaient de transmettre, de traduire, de faire exécuter. Pendant ce temps-là, le personnel opérationnel, terrain, obéissait, produisait, parfois sans réfléchir, et on avait même des phrases du type de la part du patron, vous n'êtes pas payé pour réfléchir, ou de la part de l'employé, moi je ne suis pas payé pour réfléchir, je suis payé pour produire. On l'entend encore ici ou ailleurs, puisqu'en fait, ce genre de réflexe, en fait, habite encore les pensées de quelques-uns, quelques autres. Le résultat était que la qualité pouvait coûter très cher. J'ai encore en mémoire cet exemple de Rolls-Royce qui, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais quand il faisait une calandre pour la célèbre calandre de Rolls-Royce pour sa voiture qui était faite à la main, eh bien pour sortir une calandre au niveau de qualité requis, eh bien, on en mettait une autre à la benne. La productivité n'était pas le grand souci. Et pour Rolls-Royce, en fait, le coût n'était pas non plus véritablement une contrainte. L'équation commerciale, c'était le prix de revient plus la marge souhaitée égale le prix de vente. Et donc, ça donnait bien évidemment, ça donne encore aujourd'hui des voitures à des prix exorbitants. En fait, le prix n'est pas vraiment le problème. Aujourd'hui, l'équation a bien changé, sauf pour Rolls-Royce peut-être. Le prix de vente, c'est le prix de marché. Et si l'on veut dégager une certaine marge, on est contraint de jouer sur le prix de revient. Productivité, rebut, temps mort, coût matière. Il faut que ce soit bon du premier coup. D'où le foisonnement de concepts et d'outils d'amélioration continue pour faire toujours mieux. Et c'est en soi plutôt vertueux, comme toujours. C'est de l'excès dont il faut se méfier. Alors, notre alpiniste, il peut probablement arriver seul, mais il prend de gros risques. Une blessure, un équipement défectueux ou perdu. En montagne, en fait, on retrouve en bas souvent un certain nombre d'équipements qui sont tombés du haut, que les alpinistes ont perdus en cours de route. Un passage difficile où l'alpiniste ne peut pas s'en sortir seul et s'en est fini de son objectif, de son sommet, et parfois même s'en est fini de sa vie. Par contre, s'il joue collectif avec une cordée, il satisfait au proverbe africain, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, dans les entreprises, il ne peut plus être question de réfléchir seul ou à une poignée de personnes pour créer, reprendre une entreprise, conduire une transformation majeure. Les paramètres sont devenus tellement nombreux, tellement instables, les rythmes se sont tellement accélérés qu'il devient quasiment impossible et certainement très périlleux de faire seul, même si cela demande du temps. Ou alors, il faut avoir un talent extraordinaire. Le dirigeant d'un groupe qui sévit, si j'ose dire, dans le thermalisme, l'a très bien compris. Là encore, c'est un homme très visionnaire, pas de souci de myopie. C'est un homme qui voit également très bien de près et il sait s'entourer des collaborateurs qui partagent sa vision, qui s'impliquent avec professionnalisme. Il sait, comme l'alpiniste, lâcher prise ici pour aller chercher une nouvelle prise qui le fera grimper plus haut si la prise que j'avais repérée ne me sert pas finalement, bien que séduisante. Eh bien, cette entreprise donc, qui œuvre dans le secteur du thermalisme, en 2009, elle acquiert, elle se constitue comme groupe avec une première acquisition de stations thermales. Et le site perd de l'argent, mais le repreneur le sait bien, puisqu'en fait, il voit beaucoup plus loin que ça. Il voit ce qu'il est capable de faire avec cette entreprise qui pourtant perd de l'argent de manière récurrente et chronique depuis un certain nombre d'années. Il voit le potentiel au-delà de ce que n'importe qui d'autre pourrait voir en se disant ben là, c'est une entreprise en perte de vitesse. 6 ans plus tard, le site gagne de l'argent, est reconnu dans le métier avec un concept novateur de resort thermal. Donc, être capable d'apporter
sur le même endroit tout ce dont le curiste, même le client, en fait, qui souhaite soigner sa santé, peut avoir besoin, et pas simplement, en fait, quelque chose de rétréci sur son secteur d'activité. Et il apporte ainsi sa propre pérennité, ce site, en apportant la satisfaction aux clients. 2009. 2016, acquisition d'une deuxième endormie, en quelque sorte, de station de thermalisme. Et là, il construit à neuf. Il raye complètement de la carte ce qui existait pour construire à neuf un nouveau resort thermal qui ouvre ses portes en 2020. Et bien évidemment, après quelques soucis de mise en route, parce qu'en fait, la vie nous réserve souvent des surprises, eh bien, ce site commence à devenir une référence assez marquée. 2019, acquisition d'un troisième site, cette fois-ci un site très important, puisque 350 personnes travaillent dans cette entité qui est presque en soi un groupe, avec des hôtels, des restaurants, spas, thermes, etc. Comme à chaque fois, la rentabilité n'est pas au rendez-vous au moment de l'acquisition, mais le dirigeant sait qu'il y parviendra. Il sait même quand il y parviendra. Il s'est donné une deadline. Et comme l'histoire l'a démontré sur les 2 premières acquisitions, il sait très bien que voilà, ça va se passer de telle et telle manière. Nous allons développer pendant les premières années et puis ensuite acquérir de nouveau, etc. Et nous allons sortir du rouge à tel moment et pouvoir commencer à gagner de l'argent et rentabiliser cette affaire qui était bien mal partie au départ. En revanche, il s'interdit de définir seul dans le détail comment il y arrivera. Il veut compter sur le personnel et ne pas être top-down, descendant, avec un projet tout ficelé pour lequel les gens n'auraient qu'à exécuter. Il veut absolument que le personnel prenne part au projet. Pour cela, il construit la confiance avec le personnel et il fait sien un adage, c'est celui qui fait qui sait. Les gens qui sont sur le terrain, bien que pour l'instant n'ayant pas produit de performance, ce sont ceux qui savent le mieux ce qui pêche, ce qui va bien, qui sont les clients, ce qui peut les enthousiasmer, ce qui les déçoit, ce qui les satisfait, ce qui les insatisfait. Et dans le cas de cette entreprise de 350 personnes, eh bien, c'est les 350 personnes qui ont été impliquées. Ce dirigeant s'est dit, je ne vais pas y arriver seul. Bien sûr, je vais impliquer les 350 personnes et je vais m'entourer de gens qui savent remettre un esprit neuf dans une coquille en fait qui s'est vidée peu à peu de son sens, a fini par détruire toute ambition de la part du personnel. Et donc, il crée une vaste opération de retournement de l'entreprise où il sollicite, à des degrés divers bien évidemment, les 350 personnes de l'ensemble de l'entreprise. Donc, l'objectif est de faire de chacune des entités qui, pour la plupart, perdaient de l'argent. Globalement, le groupe s'équilibrait, mais avec surtout une manne qui était apportée par la société d'exploitation en fait, de l'eau. Mais par contre, toutes les autres perdaient de l'argent. Eh bien, il a voulu lancer l'ensemble du personnel sur un projet où chaque unité est pérenne et contribue à la fois à la satisfaction des clients et à la performance de l'ensemble du groupe. Alors, avec le Covid, puisque le démarrage de l'opération était en 2019, avec le Covid, le projet a mis 1 an de plus, 2 ans au lieu d'1, pour s'élaborer de manière collaborative avec l'ensemble des participants, l'ensemble du personnel. Avec dedans des acteurs qui n'y croyaient pas, qui, pas pour tous bien évidemment, mais pour certains étaient, et d'ailleurs pas des moindres dans l'équipe de direction, étaient des personnes qui étaient plutôt des freins, qui n'y croyaient pas, qui se disaient il y a un piège, il y a une entourloupe. Et eh bien, avec des intervenants extérieurs, avec des intervenants intérieurs, avec la création
d'un climat de confiance, d'aller chercher les bonnes volontés, en fait, ceux qui acceptaient d'y croire, eh bien, au bout de 2 ans, un projet est sorti de terre, si j'ose dire, pour nourrir les 8 années suivantes de cette entreprise. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que cette entreprise est vraiment sur de bons rails, avec des personnes mobilisées, des gens qui parfois, pendant 30 ans, n'avaient connu que des pertes sur leur propre unité et qui maintenant s'aperçoivent qu'une entreprise, ce n'est pas forcément un rassemblement de personnes qui, malgré leurs efforts, perdent de l'argent et qu'heureusement, il y a une entité qui en gagne beaucoup plus, ce qui fait que globalement, ça s'équilibre, mais qu'une entreprise, ça peut être chaque unité gagne quelque chose. Alors, vous voyez que ces 3 exemples démontrent à quel point il est essentiel d'avoir une vision lointaine, 3 ans, 5 ans. Si les projets sont beaucoup plus longs que ça, quand on est dans le domaine, par exemple, du nucléaire, bien évidemment, 3 ans, 5 ans, c'est même pas demain, c'est presque cet après-midi ou ce soir, en fait. Donc, parfois, il faut aller plus loin, mais dans la plupart des entreprises aujourd'hui, la navigation est un peu plus à vue quand même. Et 3 ou 5 ans, c'est déjà quelque chose d'assez lointain. Une vision ambitieuse, réaliste, désirable au point qu'en fait, on est capable de s'y projeter et d'être, de s'y voir déjà. C'est une certitude, ce n'est pas un rêve, un vœu pieux. Alors, cette vision lointaine, une réelle capacité à voir les leviers qui sont là, qui sont présents dans cette, parfois, univers aussi de mauvaises herbes, d'embûches, d'obstacles, de freins. Mais ces leviers et ces points d'appui qui vont permettre de progresser dans le projet et qui sont sous nos yeux, mais que des fois, nous ne voyons pas. Et un collectif qui va partager la vision, enrichir les ressources en termes de leviers, de points d'appui et contribuer à la réalisation du projet. Eh bien, ces 3 clés, elles sont universelles, car elles sont réellement à la base des plus grandes réussites de projet. Pour ma part, en fait, ce modèle-là, en fait, de la vision lointaine, de la vision immédiate qui va aider, supporter la vision lointaine et du fait d'élargir son regard par celui des autres, ces 3 clés, je les retrouve chez chacun des dirigeants que j'accompagne peu ou prou et qui sont ceux qui réussissent. Et elles sont vraiment la base des plus grandes réussites, comme j'ai tenté de l'illustrer au cours de cette conférence. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, elles sont accessibles au plus grand nombre. Bien sûr, pour l'exemple numéro 3, en fait, je vous ai donné là une personne qui a tout de manière innée, en fait. Mais pour les exemples numéro 1 et numéro 2, eh bien, ce sont des personnes qui ont dû acquérir ces clés ou les clés qui leur manquaient en parfois déminant en fait ce côté comment dire un peu insidieux de nos personnes, c'est-à-dire qu'on peut être notre pire ennemi quand on a des croyances en fait qui nous limitent. Je suis trop vieux, je ne suis pas assez compétent, je ne sais pas bien m'entourer, je n'ai pas de réseau, etc. Eh bien tout ça, ce sont des croyances qu'il faut savoir balayer en ayant à adopter ces 3 clés. Donc, victime de nous-mêmes à certains moments, quand nous nous posons la question, et trop souvent, est-ce que je vais y arriver? En réalité, les entrepreneurs qui gagnent ne se posent jamais cette question, est-ce que je vais y arriver? La question qu'ils se posent, c'est comment est-ce que je vais y arriver? Et non pas est-ce que je vais y arriver? Donc, c'est ce comment qui est positionné avant et qui fait qu'en fait, 100% de leur énergie est consacrée à rechercher les solutions plutôt qu'à commencer à lutter contre des doutes. Et c'est pourquoi si vous avez un projet qui peine à démarrer ou dans lequel vous n'osez pas croire, qui n'avance pas, si vous souhaitez monter votre business, le développer, le valoriser davantage, maintenant que je vous ai expliqué et illustré les 3 clés des entrepreneurs qui gagnent, eh bien la première chose que vous avez à faire, c'est de prendre un temps pour partager avec moi, et je vous redonne donc cette slide en fait qui vous permet de prendre contact avec moi pour que vous puissiez réellement partager ce temps, prendre ce temps d'échange avec moi pour voir où est-ce que ça coince pour vous. Peut-être que c'est
juste un tout petit grain de sable dans un rouage qui serait parfaitement huilé si il vous était possible d'enlever ce grain de sable. Voilà, alors maintenant, je vais vous donner la parole et je vais ouvrir le chat pour ceux qui préféreraient en fait s'exprimer plutôt par les mots, quoi, en fait, écrits plutôt que par la parole, mais en tout cas, alors il va falloir nous discipliner pour que chacun puisse prendre la parole à temps. Vous savez, c'est le problème du Zoom, c'est que il faut que l'un prenne la parole et que les autres écoutent. Et surtout, si vous avez des bruits ambiants, de prendre la parole brièvement pour que les bruits ambiants ne nous perturbent pas dans l'audition de ce que vous avez à dire. Voilà, donc je vous écoute, je vous lis si vous avez préféré en fait utiliser le chat plutôt que prendre la parole. Donc Théo, ben oui, allez-y, vous avez levé la main. Donc si vous... Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien, oui, parfaitement. D'accord. Je voulais poser une question assez simple peut-être, mais que je me pose à moi-même. Est-ce qu'on peut appliquer ces critères à une construction de carrière? C'est-à-dire dire, bon, bah, je sais que mon objectif, c'est celui-là à terme. Mais pour cela, bah, j'ai peut-être besoin de continuer dans mon poste de salarié et commencer à avoir une activité complémentaire dans un secteur qui se rapproche de mon objectif final pour me faire une première expérience et peut-être de la trésorerie, puis ensuite élargir, etc. Est-ce que c'est juste d'utiliser ces critères pour une vision qui n'est pas seulement sur un projet, mais plutôt sur une carrière personnelle? Oui, alors merci beaucoup Théo pour cette question-là, parce que moi j'en suis intimement convaincu. Et j'ai peut-être pas assez dit effectivement que ça peut être tout à fait un projet personnel, même un projet familial. Ça peut être, quand je dis projet personnel, il peut se rattacher bien sûr au métier en fait qu'on désire faire. Et là, clairement, en fait, moi, je suis vraiment, je vais même vous dire, en fait, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. C'est que j'ai voulu emmener des copains, enfin, on voulait partager des vacances avec des amis, deux couples d'amis. Et en fait, on avait commencé à viser un petit peu l'endroit. On voulait aller à Rome en pèlerinage. En fait, 10 ans plus tôt, nous y étions allés. Et puis les copains m'ont dit ouais, mais enfin, cette année, ça tombe mal parce que on a marié des enfants, etc. Et donc, on n'a plus de sous, quoi. Et du coup, je leur ai dit oh, attendez, moi, j'ai vraiment envie de partir avec vous. Euh, Ma boîte va vous payer un séminaire. Ma boîte, c'est moi, hein, puisqu'en fait, Smart Coach, je suis le seul salarié, dirigeant, etc. Et ils m'ont dit, bah non, t'es fou, en fait, tu vas pas nous payer des vacances. Alors, j'aurais dit, bah, à ce moment-là, si vous souhaitez absolument qu'il y ait une contrepartie, je vais faire un séminaire pour moi-même, quoi, en fait. Alors, au début, je le disais un peu comme un prétexte. Et en fait, je me suis pris au jeu. Ils m'ont dit, ah ben, on te prend au mot, hein. Et donc, j'ai construit un séminaire, comme un coach peut le faire, et je leur ai dit, je vais vous donner le déroulé, et c'est vous qui allez me servir de poil à gratter, de coach, de consultant, pour me faire avoir une vision, des axes stratégiques et des objectifs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, dans moins d'un mois, je rends compte en fait à mon fan club, donc ces personnes qui m'ont aidé en fait à construire ça, de ma vision à 5 ans, qui date maintenant d'il y a 2 ans, puisqu'en fait ça s'est déroulé en 2020. Et j'ai fait un séminaire pour moi-même, en fait, sur presque un quiproquo au départ, j'allais dire. Et franchement, ça marche très, très fort, quoi, en fait. Et donc, c'est clairement, en fait, la vision que j'ai eue. Enfin, j'associe finalement mon entreprise à moi-même, puisqu'en fait, c'est notamment, j'avais comme objectif de rédiger un livre, parce que dans mon métier, en fait, quand on parle de ces expériences, on peut le faire sous forme de conférence, mais on peut le faire aussi sous forme d'ouvrage. Et ce livre, il est né, il est aujourd'hui sur les étagères des librairies. Je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu cette
vision en fait clairement accrochée avec ces relais, ces points d'appui et ces prises, en fait, ces infractuosités, ces cavités, ces reliefs qui me permettent aujourd'hui de grimper pas à pas. Si ça avait été, moi, ce serait bien que j'écrive un bouquin, etc. Ben, voilà, ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas fait. Et là, eh ben, comme ça s'inscrivait dans quelque chose de plus vaste et que c'était une étape, et que ça donnait un sens beaucoup plus profond, eh ben, j'ai trouvé les ressources pour le faire. Et clairement, ça peut sembler ballot, mais prendre les choses à l'envers, se dire je vais faire une somme d'actions qui vont contribuer à quelque chose qui pourrait être une sorte de projet professionnel plus tard, etc. Ça donne beaucoup moins de jus que de se dire non, je vais là. Et ça, c'est une étape. Et je vais atteindre cette étape. Et je peux vous dire que pour rédiger ce bouquin, ben, j'y suis allé pas à pas aussi. J'ai mis des marches intermédiaires. C'est de quoi est-ce que je vais parler, quels vont être les chapitres. Et puis ensuite, j'ai nourri chacun des chapitres, etc. jusqu'à ce que ça aboutisse. J'ai réussi finalement à l'écrire en 6 mois, alors que ça faisait 7 ans que je me disais, ce serait bien que je fasse ça, quoi. Mais voilà, c'était un vœu pieux et c'est devenu une réalité à partir du moment. Qu'est-ce qui a changé? Certainement pour moi, enfin pour moi c'est évident, c'est je ne perdais pas de vue la vision. Ça, c'est quelque chose qui va me servir dans la construction de mon projet professionnel et ça devenait beaucoup plus consistant, si vous voulez. Donc, Théo, allez-y, hein, allez-y, vous pouvez tout à fait mettre en place une vision et n'hésitez pas à ce qu'elle soit ambitieuse, confrontez-la avec des personnes en fait qui ne vous sont pas que favorables, mais des gens qui sont capables de vous challenger pour que vous disiez est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est trop ambitieux ou pas assez, et est-ce que c'est quelque chose pour lequel je me sens d'aller en fait là-haut, je me vois déjà en fait à ce projet professionnel en fait, et du coup, bien évidemment, vous allez construire les étapes intermédiaires qui peuvent être, voilà, je consacre une partie de mon activité, il y a des gens qui prennent des cours du soir, il y a des gens qui font un 70% salariés pour garder l'alimentaire et un 30% à fond, un 30% qui en fera peut-être un 50 ou un 70 aussi, hein. Mais ils vont peut-être se dire qu'ils vont faire ça pendant 2 ans à bourriner en fait à 2,70% qui vont faire un 140%, quoi. Mais parce qu'en fait la vision est claire, il faut que j'atteigne ça et j'ai des strates, j'ai des étapes intermédiaires. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas, je vois en fait déjà comment vous pourriez le réaliser d'une certaine manière et comment vous pourriez mettre des jalons intermédiaires. Est-ce que Merci ça beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, je m'aperçois qu'effectivement, il est déjà 18h20, je vous avais promis un 18h50 max, mais bon, encore une fois, hein, je laisse volontiers cette slide pour que vous n'hésitiez pas. Merci en tout cas, Théo, d'avoir pris les devants et d'avoir osé, en fait, mais on peut en parler encore plus dans le détail, en fait, en dehors, comme si vous prenez rendez-vous et qu'on explore davantage, en fait, votre projet. Est-ce que d'autres personnes veulent… Oui, alors j'ai levé la main, Alain, je vais en profiter pour prendre la parole. D'accord. Je profite de l'opportunité pour dire à Théo que je peux témoigner de ça. C'est-à-dire que j'ai passé presque 28 ans dans une entreprise qui a évolué, donc j'étais salarié pendant tout ce temps-là. Et l'entreprise ayant évolué, à un moment donné, je me suis retrouvé, moi, en porte-à-faux. Alors, j'ai connu Alain il y a quelques années maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui. Dans le cadre de cette entreprise, c'était pas Alain dans le cadre de l'entreprise, mais moi, à ce moment-là. Et j'ai eu envie un jour de me lancer, de faire, comme on dit, de créer sa boîte. Alors, ça semble impressionnant au départ, c'est impressionnant. Et aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait presque 15 ans que j'ai créé cette boîte. Et ça fait 8 ans que j'en vis, 100%, sans rien d'autre. Parce que pendant le temps où j'ai créé ma boîte, j'ai appris à créer cette boîte. Alors, je viens écouter Alain régulièrement et on va se rencontrer bientôt. Enfin, on va y arriver à faire un parcours de formation qui est très important pour moi. J'ai pas pu le faire l'année dernière pour cette année 2022 pour des raisons techniques et puis ça va se faire en 2023. Et en fait, pendant le démarrage, j'ai été embauché par un client. Et c'était important pour moi, finalement, de faire cette deuxième expérience.
J'ai travaillé pour eux, puis ils m'ont embauché. Bon, ça s'est passé comme ça. Et finalement, au bout d'un certain temps, j'ai été voir le patron de l'entreprise en lui disant, bah, écoute, il faut que je reparte. Parce que mon projet, c'était pas ça. C'était pas de venir travailler pour toi comme ça. C'était de venir travailler peut-être pour toi, mais pas d'être ton salarié. Alors, on en a discuté. Et c'est un monsieur qui est américain et qui m'a dit, OK, très bien, tu veux partir, d'accord. Je comprends pourquoi, parce que tu m'as expliqué que tu étais parti au départ avant de venir chez nous. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors ça, c'est l'avantage de certains caractères anglo-saxons qui ne voient pas de concurrents ou d'ennemis a priori. Alors c'est peut-être quelquefois le cas dans nos pays plutôt latins. Et donc, il m'a donné un coup de main en me proposant de travailler encore pour lui, mais à titre d'indépendant, ce qui a été pour moi un vrai coup de pouce de démarrage, hein. C'est-à-dire que lui m'a filé des points d'appui tout faits. Si je reprends la parabole du point d'appui, c'est ce qu'il m'a donné des points d'appui en me disant, tu vois, là, il y a de quoi t'accrocher la main, là, il y a de quoi poser un pied, etc. Et finalement, après, j'ai pu me lancer. Aujourd'hui, je suis très content de vivre de ça. J'ai en point de vue, alors, un petit truc en plus qui s'appelle la retraite. Mais bon, ce n'est pas un objectif en soi, hein. Ça peut être une étape, pourquoi pas. Mais je peux témoigner, Théo, que il a fallu oser. Alors, il y a des conditions. C'est-à-dire que oser se lancer, c'est-à-dire avoir une vision à long terme, parce que c'est ça en fait, hein. Créer sa boîte, c'est pas dire ça y est, j'ai créé ma boîte, parce que ça c'est facile. Auto-entrepreneur, c'est super facile. Il suffit de cliquer sur 3 trucs et au bout de 20 minutes, c'est fait. Mais ça suffit pas, parce qu'après, il faut arriver à se dire, je veux créer quelque chose qui va me permettre d'être heureux. D'abord, c'était la première chose. Non pas que j'étais pas heureux, c'est pas ça. D'être heureux dans un métier que j'aimerais et que j'aurais choisi. Alors, ça fait 3 conditions un peu compliquées, n'empêche que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je peux témoigner que c'est ça que je fais. Alors, je sais aussi, peut-être en ne me trompant pas, en disant qu'Alain a pu suivre un parcours qui a pu, à un moment donné, l'amener à réfléchir de la même façon, hein. C'est en disant, moi, je veux être heureux dans ce que je fais dans ma vie professionnelle, donc forcément aussi dans ma vie privée, ça va avec. Et non seulement c'est le cas, mais aujourd'hui, mon épouse est mon assistante, elle est ma salariée. On travaille ensemble, c'est un vrai bonheur tous les jours, hein, sans aucun truc. Alors, parfois, c'est difficile. Là, je vous fais coucou de chez un client pour qui je travaille, et puis voilà. Et donc, à la fin de tout ça, parce que je ne vais pas prendre toute la bande passante, à la fin de tout ça, je dis en effet, alors je viens de temps en temps voir Alain, parce que j'ai besoin de, là, par exemple, aujourd'hui, pour faire des petites remises à jour de où j'en suis et comment je vais gérer tout ça. En effet, les 2 premiers sont importants. Et finalement, là aussi, le champ de vision élargi est important. C'est-à-dire que choisir son métier, c'est quoi ma compétence, pour ne pas dire je sais tout faire. Il y avait un risque de savoir tout faire, ce qui est faux. En général, on ne sait pas tout faire. Mais dans cette compétence, et tu parlais tout à l'heure d'amélioration continue, c'est ce que j'affiche sur mon profil LinkedIn. C'est mon métier, l'excellence opérationnelle. Se contenter de ne pas se limiter à son propre champ d'action. Et j'apprends des trucs tous les jours. Et c'est ça qui compte pour moi. Donc, dans cette vision globale de je crée quelque chose, eh ben, j'ai réussi. Alors, ça me conforte ce qu'on vit aujourd'hui, c'est effectivement de voir loin, effectivement de voir aussi près pour savoir se tromper, en faire quelque chose, rater un point d'appui. J'en ai raté un ou deux, hein, depuis que j'ai commencé là, avec des échecs qui auraient pu être cuisants si justement j'en avais pas eu un deuxième. Et on dit toujours en montagne, il faut 3 points d'appui permanents, hein. On ne lâche pas 2 choses, on n'en lâche qu'un à la fois. C'est pour essayer d'éviter de tomber, parce que 3 points d'appui permanents, ça permet de bouger le 4e. Mais si on en bouge 2 en même temps, alors il y en a qui sautent, hein, et qui s'accrochent comme ça, mais ça, ce sont des farfelus, mais ils sont bons, hein, bien sûr. En modeste peu alpiniste que je suis, je préfère en garder 3 quand même. Qui permet, quand il y en a un qui lâche, ce qui est le cas parfois, on s'associe avec des gens pas très heureux, ou alors on prend une voie qui n'est pas la bonne, ça permet de se rattraper. Voilà. C'était mon petit témoignage du soir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Effectivement, ouais, je me retrouve bien aussi dans… alors moi, j'ai pas été salarié à un moment donné de mon client, mais ouais, tout à fait, ça résonne bien évidemment. En fait, je crois que ces clés-là, elles sont communes en fait. Et encore une fois, hein, je réinsiste dessus. Pour certains, ben, ils ne savent pas comment ils font, ils y arrivent, c'est inné, c'est comme ça. Ah oui, parce qu'on peut faire autrement, quoi, en fait. Et pour d'autres, il faut l'acquérir.
moi, ça a été acquis, hein. C'est-à-dire, il a fallu que je travaille pour y croire, voir de loin, y croire, aller regarder les aspérités, et puis ensuite m'entourer également d'éléments extérieurs pour enrichir et pour avancer plus fort, pour ne pas aller tout droit dans une impasse. Je vais bien dire un petit mot. Oui. D'abord, merci Alain. J'aime bien les métaphores que tu utilises. Et puis, j'aime bien, ouais, c'est simple, voir loin, voir près, c'est simple et parlant. Pour ma part, je dirige une entreprise, ça fait maintenant 30 ans, 32 ans. Et moi, j'étais donc salarié auparavant. Et avant de faire le pas, j'ai eu un moment où j'ai eu peur. Mais j'avais vraiment effectivement, j'avais quand même le désir. Et quand j'ai franchi le pas, c'était fini. Il n'y avait plus aucune peur. L'audace avait été faite et il n'y avait effectivement, c'était judicieux. Bon, comment faire pour y arriver? C'est exact. Oui, c'est ça. Mais la peur est annihilée à ce moment, c'est fini. Hein. Vous voyez? Bon. C'est rayé le est-ce que pour aller vers comment je vais y arriver et que oui, oui. Et puis j'ajouterais aussi quelque chose comme un encouragement. Sachez ensuite, et c'est encore bon pour moi, hein, rien de nouveau, c'est que la vie nous accompagne quand on fait des pas en avant, voyez-vous. Un pas en amène un autre. Et il y a des encouragements sur le chemin. Il y a vraiment des encouragements qui participent à cette vie. C'est ça dans la singularité de chacun. ce que j'appelle les prises, quoi, en fait, les prises successives. Oui. Mais ça nous est donné en même temps. Bien sûr. Mais il faut encore les voir. Hein. Il faut encore les voir. Oui. Il y a des personnes qui ne voient que le verre à moitié vide et qui disent ouais, mais ça marche pas comme je voudrais. Oui, mais est-ce que déjà il se passe quelque chose, quoi, en fait? Oui, mais quand on est lancé, Alain, on se pose plus de questions comme ça. Hein, on y va. Hein. Et ça, vraiment, c'est la vie qui l'emporte au-delà des difficultés. Et pour se lancer, pour moi, c'est la vision, si elle est suffisamment claire, Oui. Le doute n'existe même plus, quoi, en fait. J'ajoute aussi, il faut avoir foi en quelque chose. Ça part dans les tripes, hein, et c'est voilà, il faut avoir foi en quelque chose. Puis enfin, effectivement, l'aspect de l'accompagnement. Moi, je bénéficie de l'accompagnement. Voilà. Maintenant, j'ajouterais la chose suivante. Une chose que l'on vit à un moment donné n'est pas une chose qui est acquise pour tout le temps. C'est mon cas. Moi, j'ai franchi un pas il y a X temps, mais je me retrouve maintenant face à d'autres situations. Je suis un peu plus âgé, mais je vois bien que j'ai quelque part à renouer avec ça. Mais au fond de moi, je l'ai, parce que j'ai déjà fait l'expérience. Donc, j'ai déjà la ressource au fond de moi. Mais il faut quand même, vous savez, j'ajouterais ça, je me sens comme un petit enfant qui a toujours besoin de quelqu'un pour accompagner au moins l'image qui me vient, c'est je suis sur un vélo, je commence à faire, et puis j'ai quelqu'un qui me tient derrière, mais qui lâche à un moment donné sans que je me rende compte. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et je me ressens bien encore dans cette réalité-là, dans d'autres projets que j'ai en ce moment. Mais en tout cas, j'ai goûté, j'ai déjà fait l'expérience. Donc en même temps que tu dis ça, Alain, ça me ravit ces souvenirs-là et ces points d'ancrage. Voilà, bon, je vais vous laisser. Ben, moi aussi, en fait, Jean-Baptiste et Damien. Donc, voilà, on s'était donné jusqu'à 18h30. L'aventure n'est pas finie. Si vous voulez continuer avec moi, voilà, vous avez l'adresse pour prendre rendez-vous. Sinon, vous allez sur mon site pour avoir toutes mes coordonnées. Et franchement, n'hésitez pas. Je veux dire, Merci encore, Alain. Et merci aux personnes qui ont partagé quelque chose. À bientôt. Beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, très joyeux Noël aussi. Bonsoir, à bientôt, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.